Mon propos donc ce soir concerne l'adolescence dans son rapport aux marques corporelles notamment, mais d'abord dans un premier temps j'évoquerai une sorte d'anthropologie de la peau. Je montrerai comment la peau est une sorte de porte que l'on ouvre ou que l'on ferme, une frontière entre le dehors et le dedans, entre l'extérieur et l'intérieur, etc. Et on comprendra en ce sens comment la peau peut être un instrument pour manier ou manipuler en quelque sorte le rapport que nous avons avec les autres et avec le monde. On verra combien la peau est le lieu le plus immédiat pour accéder à notre intériorité et comment notre peau, évidemment, est aussi ce qui se donne au regard des autres. Donc la peau est éminemment une sorte d'instance de communication, un langage, et surtout, donc s'agissant de cette période de l'adolescence. Il y a pour moi deux grandes directions dans mon propos et puis dans le rapport à la peau au moment de l'adolescence. Le premier, évidemment, c'est celui qui est propice, qui est heureux, c'est celui du tatouage, du piercing. Il s'agit donc de changer de peau dans un double... Enfin, les adolescents sont des garçons ou des filles qui sont en train de changer de peau et qui redoublent en quelque sorte ce changement de peau en manipulant leur corps, en se l'appropriant, comme ils disent souvent, et en ce sens d'ailleurs, ils exercent sans doute une forme de conjuration par rapport aux changements qu'ils éprouvent et qui les inquiètent. Là au moins, c'est eux qui décident de leur tatouage, c'est eux qui décident de leur piercing. Donc là, on est dans une forme de démarcation, en quelque sorte, avec les parents, avec la société, une manière aussi de prendre ses marques. Bon, je joue évidemment avec les mots, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais je pense que il manquerait une immense part de la réflexion si nous occultions la question aussi des attaques au corps, des scarifications, parce que pour moi ça va de pair. Cet extraordinaire engouement pour le tatouage et le piercing qui a démarré dans les années 90 est allé exactement de pair avec la montée des attaques au corps et des scarifications, notamment chez les adolescentes et aussi chez bon nombre de garçons. Je pense qu'il y a un lien étroit entre ces deux phénomènes. L'un, donc le tatouage ou le piercing, où on est donc dans des manières heureuses de se mettre au monde, et également de signer son corps. J'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que le tatouage, le piercing sont des formes de signature en quelque sorte, surtout à cet âge, donc de garçons ou de filles qui disent à leurs parents, qui disent à leur entour que leur corps leur appartient et qu'ils sont libres de faire de leur corps l'usage qu'ils souhaitent. Mais de l'autre côté, il y a ce que j'aime bien appeler la bifure, c'est-à-dire une volonté d'effacer, de gommer, de rayer, une volonté donc de... je vais vous laisser, je vais laisser... J'attends que tout le monde s'installe et puis... Bon, si vous voulez, je reprends un tout petit peu mon propos en allant quand même un peu plus vite, mais pour rattraper en quelque sorte ceux et celles d'entre vous qui viennent de rentrer. Donc dans un premier temps, j'aborderai la question de l'anthropologie de la peau, hein, quelles sont les significations que la peau revêt dans les sociétés humaines et particulièrement dans nos sociétés. Ensuite, j'aborderai la question des marques corporelles heureuses, propices, c'est-à-dire le tatouage, le piercing, particulièrement donc à cet âge
l'âge de l'adolescence. Mais je disais aussi, avant que vous n'entriez, que pour moi, parler du tatouage ou du piercing implique également de parler des scarifications, des attaques au corps, parce qu'il y a un lien sociologique, anthropologique, il y a une logique dans la montée en puissance de ces attaques au corps que nous connaissons dans nos sociétés depuis les années 90 et qui va de pair avec également l'extraordinaire engouement à l'encontre du tatouage et du piercing. Et je disais donc que le tatouage ou le piercing sont des manières de signer son corps, une sorte de signature à travers laquelle donc, le jeune affirme à ses parents et aux autres que finalement son corps n'appartient qu'à lui. En revanche, du côté des scarifications, du côté des attaques au corps, on est dans un contexte de souffrance où un jeune essaie plutôt de s'arracher la peau qui lui colle à la peau d'une identité dans laquelle il ne se reconnaît pas. Voilà, c'est en gros le parcours que je vous propose ce soir. Je vais essayer de ne pas parler plus de 3/4 d'heure pour que nous ayons également un temps d'échange. Voilà. Dans un premier temps, donc, je vous propose une réflexion autour de la peau, vue d'un point de vue anthropologique, donc vue du point de vue de la condition humaine. Alors, bien entendu, il faut rappeler que la condition humaine est une condition corporelle, c'est-à-dire que nous sommes des femmes et des hommes de chair, et du corps, seule se voit la peau. La peau, notamment sous les auspices du visage ou des mains, ce sont les seuls lieux de nos corps qui sont nus dans la vie courante, que nous pouvons voir chez les autres. Mais évidemment, selon les manières dont on s'habille, selon les lieux, si on est sur la plage, si on est ailleurs, si on porte un voile ou autre, évidemment, on peut aussi masquer son visage, on peut masquer ses cheveux, on peut éventuellement masquer ses mains, mais on peut aussi se dénuder dans d'autres contextes. La peau, donc, est l'évidence de notre présence au monde. Elle est le lieu du corps qui se donne à voir au jugement des autres. C'est par elle que nous sommes reconnus, que nous sommes nommés, que nous sommes identifiés à un sexe, à une qualité de présence, c'est-à-dire nous serons associés à une qualité de séduction ou à une laideur, une fadeur, etc. Nous allons être également, à travers notre peau, associés à un âge, à une ethnicité, à une couleur de peau, voire éventuellement à une condition sociale. Et quand on parle, la peau également énonce d'emblée la dimension affective d'une parole. C'est-à-dire qu'on peut rougir, on peut pâlir, on peut avoir une sensation de froid, de chaud dans une situation morale. Et puis aussi les expressions de notre visage, les mimiques, la manière dont on va agir, bouger notre corps également, en dit long évidemment sur l'émotion qui nous traverse au moment où nous parlons à l'autre. Parfois, évidemment, la peau signale aux autres un état de santé quand on a, par exemple, des boutons, quand on a un teint un peu pâle, etc., etc. La peau également diffuse des odeurs intimes. Elle ne cesse de nous déborder et de révéler aux autres des significations personnelles, même celles que l'on souhaiterait parfois voir demeurer dissimulées. Mais la peau est toujours double. L'individu n'en contrôle qu'une partie. Si la peau cache, en même temps, elle montre dans le même mouvement. Et dans nos sociétés occidentales, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vers les autres, le visage et les mains nues, livrés donc au regard, livrés à l'appréciation, livrés au jugement des autres. La peau nous incarne, elle enveloppe notre personne en nous reliant aux autres ou en nous distinguant selon les signes utilisés. La texture de la peau, son teint, ses cicatrices, ses particularités, comme par exemple les grains de beauté, etc., dessinent un paysage unique. Et la peau conserve à la manière d'archives les traces de l'histoire individuelle comme un palimpseste dont seul l'individu détient la clé. Par exemple, des traces de brûlures, de blessures, d'opérations, de vaccins, de fractures, etc. Et on se souvient à cet égard de la très belle scène du chant 19 de l'Odyssée où Ulysse, revenant à Ithaque, est reconnu par sa vieille nourrice Euryclée grâce à la cicatrice qu'il porte à la cuisse. La trace cutanée se mue donc parfois en signe d'identité. Et elle est d'ailleurs souvent utilisée pour l'identification des corps demeurés anonymes, par exemple dans les affaires criminelles ou sur les champs de bataille, où il n'y a plus d'autre manière donc de savoir qui est mort que de repérer sur la géographie du corps quels sont les signes particuliers en quelque sorte qui distinguent la personne.
Alors, la peau, évidemment, engage l'un des sens essentiels de l'existence, le toucher. Quand on a perdu le toucher, comme par exemple dans la tétraplégie, dans l'hémiplégie pour une partie de son corps, on a perdu une partie de son autonomie. On est livré la plupart du temps à la dépendance des autres. Quand on a perdu le sens du toucher, on ne sent plus la douleur, on ne sent plus le chaud, on ne sent plus le froid, on ne sent plus rien d'une certaine manière. Bon, mais là, je ne vous parlerai pas de cela, ce n'est pas le sujet de ce soir. Si la peau est l'organe de la tactilité, donc qui permet, par exemple, là, en touchant cette table, je peux voir si elle est lisse, si elle est rugueuse, etc. Donc la peau est le sens de la tactilité. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est aussi le sens du contact. C'est-à-dire que le vocabulaire cutané ou tactile nous permet de nommer la qualité de la relation que nous avons avec les autres. Alors, je vais vous en donner toute une série d'exemples. On parle par exemple, on est bien ou on est mal dans sa peau déjà. Vous voyez la qualité de l'échange, la qualité de contact que nous avons avec le monde qui nous entoure. On parlera de le contact, le bon ou le mauvais contact qu'un orateur a avec son public. On tend la main, vous voyez, à quelqu'un qui est en difficulté, ou bien on le laisse tomber. Le courant passe ou non, on se tâte avant de prendre une décision. Le fait de sentir renvoie simultanément à la perception tactile, mais aussi à la sphère des sentiments. Avoir du tact ou du doigté consiste à effleurer l'autre sur des sujets délicats par des manières justes et discrètes. Une formule touche juste, elle atteint la corde sensible, elle fait vibrer. On a le sens du contact, on sent bien les choses parce qu'on a une sensibilité à fleur de peau. On joue alors sur du velours, ou bien on est piqué au vif, ou on a mal à cause d'un contact qui donne des boutons, qui hérisse le poil, qui tape sur les nerfs. On a parfois des réactions épidermiques. Une remarque acérée de quelqu'un nous blesse, nous écorche, nous heurte. Elle nous fait suer. Une parole fait froid dans le dos ou elle réchauffe le cœur. Elle donne la chair de poule ou l'urticaire. Elle soulage ou elle irrite, etc. Vous voyez, on peut comme ça, presque à perte de vue, puisque dans l'un de mes livres sur l'anthropologie des sens, j'en avais énuméré, je crois, une page ou deux. Vous voyez comment, quand on parle de la qualité des échanges que nous avons avec les gens qui nous entourent, on utilise de façon vertigineuse un vocabulaire qui renvoie à la tactilité, qui renvoie à la peau, qui renvoie donc au contact, dans ces deux sens du terme, de la tactilité et de l'échange avec les autres. Et vous comprenez donc pourquoi la peau va être d'ailleurs tellement importante au moment de l'adolescence, c'est-à-dire le moment où on cherche ses frontières avec les autres, le moment où on cherche les limites de sa souveraineté sur le monde, les moments où l'on cherche quel homme ou quelle femme on est. On comprend que la peau va être une sorte d'instance d'expérimentation, d'instance d'exploration pour savoir qui l'on est et jusqu'où on peut aller trop loin aussi avec les autres. Donc la peau est à la fois une instance d'ouverture et de fermeture selon la volonté de l'individu. Je disais tout à l'heure d'ailleurs que la peau est une porte en quelque sorte. On l'ouvre ou on la ferme. On peut être une personne extrêmement renfermée sur elle-même, rigide dans sa tour d'ivoire, ou au contraire on peut être quelqu'un d'exubérant, de très, très vivant, on peut être très engagé dans le monde. Donc on contrôle d'une certaine manière notre ouverture au monde en contrôlant l'ouverture ou la fermeture de notre peau. La peau, bien entendu, est une frontière symbolique entre le dehors et le dedans, entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'autre et soi. Elle est une sorte d'entre-deux. Elle fixe une limite mouvante de la relation de l'individu au monde. Elle est une surface de projection et d'introjection du sens. Elle incarne l'intériorité. Elle est le chemin qui mène à la profondeur de soi. Elle est un sismographe du sentiment d'identité, c'est-à-dire qu'elle traduit des états d'âme. En ce qu'elle cristallise quelque chose du lien social et particulièrement de ses nouages, quand on est mal dans sa peau, qu'on est crispé, qu'on est tendu, etc. par exemple, elle est aussi, la peau, un lieu pour résoudre des tensions, pour défaire des crispations. Ça peut être à travers le tatouage, le piercing, un bain chaud, plein d'autres... à quoi je pensais
Bon, enfin, toutes les techniques du corps, en tous les cas, le yoga, etc., qui permettent de se détendre, de s'ouvrir, de respirer, etc. En changeant quelque chose de son corps, on cherche toujours à changer quelque chose de son existence. On change son corps pour changer sa vie, qu'il s'agisse de la chirurgie esthétique, du culturisme, des régimes alimentaires, du maquillage, ou de façon plus sensible dans le tatouage qui est irréversible, dans le piercing et dans d'autres modifications corporelles. Donc on essaie de manipuler le monde qui nous entoure en manipulant son corps. Et la plupart du temps, évidemment, on essaie d'apprivoiser le monde qui nous entoure en apprivoisant son corps. Le rapport au monde, on pourrait dire, de tout homme, de toute femme, est une question de peau et de solidité de la fonction contenante, c'est-à-dire se sentir bien dans sa peau, bien là où... bien enfermé dans sa présence en quelque sorte, ce qui n'est pas du tout donné, notamment pour un certain nombre d'adolescents mal dans leur peau et mal dans leur vie, qui vont par exemple recourir à la douleur pour essayer de se sentir à nouveau vivant, à nouveau réel, puisque le paradoxe de la douleur est aussi de nous donner des repères, de nous donner des limites. Là où j'ai mal, c'est là où je suis, par exemple. C'est-à-dire que si je sais pas très bien où j'en suis dans mon rapport avec les autres, si j'ai du mal à me situer dans le monde, en me faisant mal, je fais une sorte de court-circuit qui me ramène à moi-même. Et on verra d'ailleurs comment, sur un mode beaucoup plus heureux, le tatouage ou le piercing sont aussi des manières de s'ancrer en quelque sorte, même en jouant avec les mots, de s'ancrer dans son existence. Donc la peau, on pourrait dire, est un lieu de résolution des tensions, un lieu d'amortissement des difficultés que nous pouvons avoir dans la vie. Elle est aussi une frontière physique et morale entre soi et le monde qui révèle toujours ce qui se joue également de l'adhérence ou des écarts entre le moi psychique et le moi corporel. Elle est une surface d'inscription du sens et du lien. La peau est un seuil donc, dont on élargit ou non la portée. Et on verra que la peau peut devenir également un langage. Elle est un écran où l'on peut projeter une identité rêvée en recourant aux innombrables mises en scène de l'apparence qui caractérisent nos sociétés. La peau enracine le sentiment de soi dans une chair qui individualise. Les marques corporelles, comme le tatouage ou le piercing, sont des butées identitaires, des manières d'inscrire des limites de sens à même la peau. Le tatouage, le piercing, d'ailleurs, sont sans doute aussi anciennes que l'humanité. Bon, je ne ferai pas ce soir une histoire du tatouage et du piercing, on y reviendra, ou des autres marques corporelles, mais on peut dire que dans la mesure où toutes les sociétés humaines intègrent le corps à l'intérieur d'une culture, il est clair que les modifications corporelles sont présentes depuis l'aube de l'humanité, et d'ailleurs un certain nombre des momies que nous avons retrouvées étaient porteuses de tatouages. Dans nos sociétés, le tatouage, le piercing, les autres marques corporelles, ne serait-ce d'ailleurs que la chirurgie esthétique ou le culturisme ou autre, ont davantage une vocation d'individualiser, de singulariser, dans le contexte évidemment de sociétés d'individus. Nous ne sommes plus des sociétés du nous-autres, nous sommes des sociétés du moi personnellement je, c'est-à-dire des sociétés où nous avons à nous mettre au monde nous-mêmes, et donc des sociétés où nous ne sommes plus les héritiers finalement des ancêtres ou les héritiers d'une histoire, les héritiers d'une tradition. Dans les sociétés traditionnelles, les sociétés premières, comme on dit aujourd'hui, les marques corporelles ont toujours une signification religieuse, cosmologique. Elles dessinent une sorte de grand corps commun du groupe. Alors que dans nos sociétés, les marques corporelles ont une volonté d'individualiser. Par exemple, dans les rites de passage, les marques corporelles ont une volonté d'intégrer à l'intérieur de la communauté. Nous, nos marques corporelles comme le tatouage ou le piercing, et encore plus évidemment les attaques au corps, ont une volonté plutôt de se démarquer, de se détacher, de se singulariser. C'est l'un des points évidemment de distinction avec l'histoire. Nous sommes dans une société du look, dans une société de l'image, dans une société du spectacle, dans un monde aussi que l'on pourrait nommer d'une tyrannie de l'apparence d'une certaine manière. Alors toute marque dans un monde comme le nôtre devient aussi un signe d'identité, une manière d'exister dans le regard des autres. Et la peau s'érige alors en instance de fabrication du sentiment de soi. L'individu essaie de mettre hors de soi, à la destination des autres, sur sa peau, ce qu'il est à l'intérieur.
La peau devient donc un langage, direct ou indirect. Elle devient, comme je le disais, une porte que l'on ouvre ou que l'on ferme. Et particulièrement donc au moment de l'adolescence, où le corps est le lieu de l'autre le plus proche. Le problème de l'adolescence, c'est d'apprivoiser cette altérité qui grandit soudain à l'intérieur de son propre corps. Le corps change, le corps se sexualise par exemple, et il devient de plus en plus difficile de savoir quelle personne on est. Et on verra que l'une des manières de conjurer les menaces que porte pour le jeune ce corps qui change, c'est bien de se l'approprier à travers ces marques corporelles comme le tatouage et le piercing. D'ailleurs, le terme « je me suis approprié mon corps », je l'ai entendu d'innombrables fois dans les enquêtes que j'ai pu mener en Alsace ou ailleurs. Je me suis réapproprié mon corps, je me suis approprié mon corps, comme s'il fallait ajouter quelque chose pour devenir soi-même. Mais effectivement, dans ce contexte d'un corps qui change, dans ce contexte de la nécessité de se démarquer du corps de la mère et du corps du père, on comprend que effectivement le tatouage ou le piercing soit une manière de se distinguer, une manière de faire corps finalement avec soi-même, en se démarquant du corps des proches et notamment des parents. La peau donc participe de manière intense au processus de séparation-individuation qui caractérise le passage adolescent. Individuation, séparation, c'est-à-dire que le jeune se démarque de ses parents et entre dans sa propre histoire. Le terme séparation-individuation, je l'emprunte d'ailleurs à l'anthropologie américaine, mais on comprend que dans ce sens, la peau soit évidemment cette instance majeure. Je vous ai dit tout à l'heure comment la peau était le lieu frontière entre le dehors et le dedans, entre les autres et soi. Donc effectivement, en s'appropriant sa peau, on joue avec également le lien social et on joue avec la reconnaissance que les autres ont envers nous-mêmes du fait que la peau est le lieu qui nous donne à voir immédiatement à l'appréciation des autres. Donc au moment de l'adolescence, il y a cette volonté de trouver ses marques avec les autres. Je joue exprès avec les mots. Trouver ses marques, se démarquer des autres, prendre ses marques, c'est-à-dire expérimenter le monde, savoir qui l'on est. Et parfois le corps est un lieu de reconquête de soi, une matière première pour se construire un personnage enfin propice. Mais pour d'autres, on le verra, le corps est aussi un lieu d'enfermement en soi. Dans tous les cas, au moment de l'adolescence, le corps est un champ de bataille de l'identité. La peau, qui en est l'instance visible, en est aussi l'une des instances contrôlables et l'un des recours les plus immédiats et les plus commodes pour se changer soi et en conséquence changer son rapport au monde. En remaniant les frontières de son corps, le jeune finalement cherche à s'inscrire dans une autre dimension du réel. Comme je le disais tout à l'heure, de manière plus générale, en changeant sa peau, il cherche à changer sa vie. Et là, donc, au moment de l'adolescence, il y a deux grandes directions. Il y a la signature de son corps, donc on est dans l'esthétisation de soi, on est dans les moments heureux du tatouage, du piercing, où donc on essaie de changer de peau, on essaie de faire peau neuve. Vous voyez encore des métaphores cutanées, mais qui montrent combien anthropologiquement la peau a profondément à voir avec le lien social. Donc la signature de son corps, mais de l'autre côté, donc dans le contexte de nos sociétés contemporaines, des millions de nos jeunes à travers le monde occidental qui, eux, cherchent au contraire à biffer leur corps, à le rayer, à le gommer, à l'effacer, à le brûler parfois, qui voudraient, eux, se dépouiller d'une peau dans laquelle ils sont enfermés, comme dans une prison, une peau dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner, en gros, les grandes significations du tatouage et du piercing, en prenant des exemples, en prenant des témoignages dans les enquêtes que j'ai pu mener en Alsace. Et puis également, pas seulement du tatouage et du piercing, mais également des scarifications, des attaques au corps, etc. Mais d'abord, restons dans l'univers heureux, puisque pour moi, le tatouage ou le piercing sont des manières
tout à fait valable de se construire. Hein. J'ai souvent combattu les jugements de valeur autour du tatouage et du piercing qui évidemment viennent d'une vieille histoire où pendant longtemps, rappelez-vous, dans nos sociétés occidentales, le tatouage était plutôt une forme, une culture populaire, une culture éminemment masculine et aussi très agressive, dissidente, rebelle. C'était plutôt les corps qui étaient ainsi marqués renvoyaient à des populations, donc je l'ai dit, ouvrières. C'était l'univers des truands, c'était l'univers des soldats, l'univers des marins, etc. Donc des hommes qui se démarquaient, qui étaient un peu en opposition à la société bourgeoise. Ou alors quand c'était des bourgeois ou des nobles, il y avait une volonté ou des artistes, il y avait une volonté de s'encanailler en quelque sorte. Pour ces gens, c'était une manière de montrer qu'ils n'étaient pas dupes des conventions de la société. Mais en tous les cas, pendant très très longtemps, donc le tatouage avait très mauvaise presse dans nos sociétés. Et pendant longtemps, d'ailleurs, le tatouage était relativement peu courant dans nos sociétés. Quand je pense par exemple à ma propre jeunesse, à aucun moment je n'ai croisé de personnes tatouées dans les écoles, dans le lycée où j'étais, personne n'était tatoué, nul n'aurait eu l'idée de l'être. J'ai pourtant grandi dans une ville très populaire, au Mans. Il y a eu en revanche une renaissance du tatouage et une modification complète de son statut dans les années à partir des années 70-80, mais d'abord aux États-Unis, et puis il a fallu un long moment avant que cette renaissance ne touche la vieille Europe, et puis que le tatouage ne connaisse l'extraordinaire succès qu'il connaît aujourd'hui, où le tatouage devient plutôt une sorte de modèle d'excellence, une sorte de presque de conformité à un monde où les sportifs sont quasiment tous tatoués, les stars, les comédiens, les chanteurs sont quasiment tous tatoués, beaucoup de nos jeunes, mais beaucoup d'adultes également. Les tatoueurs nous disent que tous les âges sont concernés aujourd'hui par le tatouage. Les femmes le sont autant que les hommes. Donc il y a eu aussi un bouleversement du recrutement social en quelque sorte, puisque le tatouage était plutôt masculin. Il y a encore une quarantaine d'années, c'était d'ailleurs une preuve de virilité. Hein. Rappelez-vous la chanson d'Edith Piaf, Mon homme c'est un vrai, c'est un tatoué, etc. Bon, aujourd'hui, vous voyez que le tatouage a plutôt une connotation beaucoup plus universelle, beaucoup plus douce. Enfin, tout dépend évidemment des motifs, mais globalement, le tatouage est aujourd'hui totalement reconnu. Et dans certaines sociétés plus que d'autres, puisque j'étais récemment au Brésil où j'ai eu l'impression qu'au moins un tiers des Brésiliens étaient tatoués ou piercés, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, bien entendu, c'est aussi une société où les corps sont énormément dénudés et où on affiche de manière très heureuse son corps et toutes les transformations qu'on opère sur son corps. Mais c'est une expérience assez troublante, évidemment, quand on connaît l'histoire du tatouage et quand on voit ce renversement absolument incroyable de valeurs, comment le tatouage est passé en 30-40 ans du stigmate au modèle même de l'excellence et de la reconnaissance sociale. Alors, donc, le tatouage et le piercing ont une vocation, évidemment, d'esthétisation de soi, de valorisation de soi. C'est une manière d'exister dans le regard des autres, de modifier son corps de manière favorable. Alors, s'agissant des jeunes générations, il y a aussi une volonté d'appartenir à une culture de classe d'âge, parce qu'on peut dire que le tatouage est quand même un peu plus adolescent ou jeune un tout petit peu plus, donc touche un peu plus cette classe d'âge. Donc l'affiliation à une culture de classe d'âge. Donc pour moi, ce n'est pas une mode, entre parenthèses. On me dit souvent le tatouage, c'est une mode, mais dire que c'est une mode, ça veut dire que ça va passer, mais ça ne passera jamais. On va plutôt dans le sens d'une universalisation du tatouage et du piercing. Et je pense, dans les années qui viennent, à une multiplication des modèles qui seront proposés. Ceux que j'imagine, par exemple, ce sont alors les implants, par exemple, gagneront, à mon avis, dans pas longtemps
la société française, la société européenne. Ils sont déjà très présents en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Donc les implants sous-cutanés. Mais on verra également des tatouages phosphorescents, lumineux. On verra, je pense, de plus en plus se développer aussi les tatouages au henné, ou bien les tatouages qui durent quelques jours, quelques semaines, et qui éviteront la compromission en quelque sorte du corps dans l'irréversible. Parce qu'un tatouage, rappelez-vous, on le fait à 18 ans, mais on meurt avec à 90 ans. Donc il faut bien mesurer le dessin qu'on va avoir sur la peau. Et aujourd'hui, on sait combien le détatouage est devenu incroyablement important. Et notamment du côté des jeunes générations qui regrettent d'avoir tatoué sur leur peau la pochette, enfin le logo de leur groupe métal favori, et qui découvrent 2 ou 3 ans après que finalement ils ont changé complètement de goûts musicaux, mais que sur leur corps il y a toujours comment dire, ce qui est devenu à leurs yeux une sorte de faute de goût. Donc ils sont contraints et ils se font railler par leurs copains d'avoir apprécié un groupe aujourd'hui perçu comme complètement ringard, nul, etc. Bon. Donc on sait que les jeunes générations qui sont plus enclins à une comment dire, plus au réflexe qu'à la réflexivité, plus au désir d'être tatoué que d'avoir un signe particulier qui a été longuement choisi. Donc on sait que les jeunes générations sont particulièrement touchées par le détatouage, mais pas aussi parce que donc le tatouage est devenu une forme de reconnaissance d'une culture jeune qui amène parfois donc à moins réfléchir et à vouloir être tatoué, voilà. Et donc je vous donne quelques exemples de cette manière à la fois de vouloir se distinguer et de vouloir participer à une culture de classe d'âge. Bon, ce sont des exemples parfois un peu amusants, je dois dire que je les ai choisis comme tels. Voilà ce que dit par exemple une jeune femme qui dit « Ma rencontre avec le piercing, c'est pour avoir une boucle d'oreille ailleurs que sur le bas des oreilles. Pourquoi ? Je n'en sais rien. J'ai voulu ça parce que c'était la mode. Ouais, j'ai voulu faire ça pour avoir quelque chose de différent par rapport aux autres. » Vous voyez toutes les contradictions de cette phrase. Donc, j'ai voulu avoir une boucle d'oreille ailleurs que sur le bas des oreilles. Si on traduit en langage juvénile, si je puis dire, c'est ma mère a des boucles d'oreilles et c'est ringard. Moi, je veux avoir une boucle d'oreille, mais par contre dans un point de mon corps qui va permettre de me singulariser et donc de tirer mon épingle du jeu, si je peux jouer avec les mots. Elle dit après, pourquoi j'ai voulu ce piercing, je n'en sais rien. Donc ça montre aussi qu'on est dans une certaine culture de la consommation, une volonté de ressembler aux autres, une sorte donc de réflexe davantage qu'une réflexion en quelque sorte. Après, elle dit, j'ai voulu faire ça pour avoir quelque chose de différent par rapport aux autres. Alors là, on retrouve le langage de la différenciation, de la singularisation, etc. Mais pourtant, elle ajoute « j'ai voulu faire comme mes copines ». Donc vous voyez comment il y a beaucoup d'ambivalence au niveau de l'adolescence. Si on traduit aussi en termes plus sociologiques, quand une adolescente vous dit « j'ai fait ça pour me différencier, ouais j'ai voulu faire comme mes copines », elle nous dit en d'autres termes « j'ai voulu me distinguer fondamentalement de mes parents, mais en revanche j'ai voulu être comme mes copines, partager donc une culture de classe d'âge ». Pour le dire aussi autrement, c'est une manière pour les jeunes générations de voler de leurs propres ailes, de montrer à leurs parents que l'amour est toujours là, mais qu'en revanche, leur corps leur appartient. Ils sont désormais libres de disposer d'eux-mêmes. Alors, les significations du tatouage à cet âge sont très nombreuses, donc je vais vite parce que je voudrais aussi dire quelques mots sur les scarifications. Ce qui m'a ému en tant que chercheur, c'est que pour beaucoup de jeunes, il y a aussi, à travers le recours au tatouage et au piercing, une manière de réparer des blessures de soi, une manière d'apprivoiser une image de son corps qui au départ était un peu malencontreuse. Alors on sait combien, au moment de l'adolescence, chacun de nous se trouve moche, qu'on soit un garçon, une fille, on s'est tous sentis moches, on s'est tous sentis trop gros, trop petits, trop grands, avec d'innombrables défauts et avec le sentiment que jamais les autres ne pourront vraiment nous aimer, si je le dis de manière un peu brutale. L'avantage de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle dispose à tous les coins de rue de boutiques de tatouage ou de piercing pour modifier cette image un peu négative de soi et pour
émerveiller en quelque sorte son corps. Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, celui-là que je trouve très émouvant, d'un garçon qui se sentait horriblement mal dans sa peau. C'était une histoire personnelle. On peut pas, il n'était pas spécialement moche, mais lui, en tous les cas, ne s'aimait pas. Et voilà ce qu'il me dit quand je l'interroge. Mon tatouage, c'est personnel. J'avais honte physiquement de mon corps. Jamais je ne me mettais en t-shirt. J'avais toujours des manches longues, le pantalon jusqu'en bas des jambes, et même sur les plages. J'avais tellement honte de mon physique, de mon corps, que je n'allais jamais à la piscine. Mais à partir du moment où je me suis tatoué, les complexes ont disparu. J'ai osé me montrer. Voilà. Donc vous voyez comment le tatouage peut être une forme de réparation. Un autre exemple, et puis je m'arrêterai là sur les exemples, mais d'une adolescente par exemple qui dit: avant j'avais horreur de mes seins, mais depuis que j'ai un piercing sur le téton, je trouve que mes seins sont très beaux, etc. Voilà, donc des manières de se réconcilier avec une image de soi, des manières de se réconcilier avec le miroir, qui permettent à des ados donc d'être mieux dans leur peau, mieux dans leur vie, d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Et à partir du moment où on change l'estime qu'on a de soi, évidemment, on change le regard que les autres portent sur soi. Et donc ça change immédiatement la manière dont on est reçu, la manière dont on va vivre sa vie. La séparation symbolique avec les parents, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous cite quand même une autre ado qui dit que ses parents étaient absolument hostiles au tatouage. Alors je la cite: j'ai quand même prévenu mes parents, mais après de toute façon c'est mon caractère, même s'ils ne veulent pas je le fais quand même. Avec la coupe de cheveux que j'avais déjà, ils savaient qu'il ne fallait pas me chercher, et donc voilà, elle s'affiche avec son tatouage, et elle dit à ses parents aussi symboliquement: j'existe séparément, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, que je ne vous aime plus, mais simplement je suis maintenant à un âge où je décide de mon corps. Le franchissement d'un passage, la dimension un peu initiatique également du tatouage ou du piercing, c'est-à-dire se tatouer par exemple à ses 18 ans, à ses 19 ans, à ses 20 ans, après une première relation amoureuse, après la mort d'un proche, après un événement qui a été très très important pour soi, une rencontre, etc. C'est une manière d'archiver également sur son corps une période de son histoire, comme si on voulait que définitivement on ait dans la peau ce moment qui est tellement compté pour soi. Là, je vous en donne quelques exemples. Non, le temps passe un peu trop vite, donc je crois le franchissement donc d'un passage, la manière de se construire une identité, de se construire un personnage avec son tatouage, son piercing. Parfois d'ailleurs la manière de reprendre en main une souffrance. Là, je vous en donne quand même un ou deux exemples. Lucie, par exemple, qui dit: j'étais dans une période instable, je crois que mon identité était perturbée. Je ne rentre pas dans les détails. Le piercing a été pour moi un exutoire. Grâce à lui, j'ai trouvé un style. Je cherche mes mots. Je n'avais jamais pensé à cela comme ça, mais j'ai trouvé une identité grâce à cet objet. Une autre jeune femme, une autre adolescente qui dit: j'étais vraiment dans une sale période, je me suis dit si j'arrive à faire ça, le tatouage, alors j'arriverai à traverser la passade. C'était une sorte de défi. Si cette douleur j'arrive à la surmonter, alors je serai capable aussi d'affronter le reste. En fait, j'ai repris confiance en moi à ce moment-là, d'avoir été capable de le faire. C'est là, vous voyez, où on peut parler de rite de passage, on peut parler de renaissance, on peut parler de faire véritablement peau neuve. Et c'est vrai que dans mes enquêtes, j'ai rencontré beaucoup d'ados, pas seulement des ados, des fois des jeunes adultes, qui disent combien le tatouage a été une véritable, ou le piercing a été une remise au monde, et un changement radical de leur existence. Mais encore une fois, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, en changeant l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, ils se sont comportés autrement, et les autres les ont vus changer aussi.
Et donc, les autres ont changé leur rapport avec eux. Et finalement, il y a une sorte d'efficacité symbolique qui fait que soudain, d'innombrables portes s'ouvrent qui étaient fermées auparavant. Mais le jeune ne s'apercevait pas que c'était lui, sans doute aussi, qui fermait les portes de la même façon qu'une chirurgie esthétique peut soudain ouvrir d'innombrables portes sans que grand-chose ait été changé. Mais en tous les cas, la femme ou l'homme qui y a recouru a totalement changé l'image qu'elle ou qu'il avait d'elle-même. Et tous les autres, l'ayant trouvé changé, l'ont trouvé beaucoup plus agréable, beaucoup plus fréquentable, etc. Un autre point intéressant, c'est l'érotisation du corps. Évidemment, ça coule un peu de source. C'est une manière de singulariser un point de son corps qui va être énormément touché, notamment dans les relations amoureuses par exemple, mais même l'individu lui-même. Hein. Tout le monde sait que les personnes tatouées ou piercées ont tendance à toucher leur piercing, à passer la main sur leur tatouage pour s'apaiser, pour se rassurer, pour se tranquilliser. Hein, c'est ce que les psychanalystes appellent un objet transitionnel, mais de la même façon, dans les relations amoureuses, il est clair que le piercing ou le tatouage va être énormément caressé, et même d'ailleurs indépendamment des relations amoureuses, hein, dans les relations amicales, quand vous parlez avec quelqu'un qui a par exemple un tatouage sur l'avant-bras ou sur la main, bon, on a envie de toucher, on se dit mais quelle est la différence entre cette partie de la peau qui est à ce point décorée, à ce point colorée et le reste de la peau. On a l'impression donc que le tatouage appelle le contact, et puis d'ailleurs elle appelle le contact dans tous les sens du terme, parce que aussi c'est un motif de rencontre dans les boîtes ou ailleurs, dans la vie quotidienne, dans un café. T'as un beau tatouage, dis donc, où est-ce que tu te l'es fait, est-ce que ça t'a fait mal, etc. Vous voyez, c'est une espèce d'entrée en matière, d'ouverture aux autres, qui permet aussi, de certaine manière, de créer une sorte de climat un peu érotique, un peu de rencontre autour de soi. Évidemment, quand le tatouage est visible, là, je n'ai pas le temps de trop développer, mais il y a aussi les tatouages cachés, les tatouages. Il y a tout un jeu qui est très intéressant entre le secret et le public, le caché et le public. Il y a les tatouages que l'on montre et qui participent de l'identité personnelle, donc qui sautent aux yeux de tous, mais il y a aussi les tatouages que l'on cache et qui se révèlent, par exemple, dans les rencontres amoureuses. Comme ça, je vous cite de mémoire, quelques témoignages d'une jeune femme qui me disait qu'elle avait des tatouages au niveau des cuisses bien dissimulés et que ses partenaires les découvraient parfois de façon soudaine dans les relations amoureuses, et elle attendait toujours ce moment-là comme une sorte de piment érotique quand le partenaire du moment allait lui dire mais dis donc t'as un tatouage extraordinaire, j'ai jamais vu ça, etc. Vous voyez cette manière d'érotiser, de multiplier le plaisir d'une certaine manière en faisant de son corps un lieu à découvrir pour le partenaire ou un lieu à caresser pour les partenaires coutumiers de l'adolescente ou de l'adolescent ou du jeune homme ou de la jeune femme. La notion de spiritualité, elle est aussi très présente. Il y a souvent la référence aux sociétés traditionnelles, la révérence aussi aux Amérindiens, aux Maoris, etc. Donc une manière finalement de rêver d'un ailleurs, de rêver d'un autre monde, ce qui est aussi très adolescent d'une certaine manière, un autre monde ailleurs peut-être, où j'aurai ma place, m'attend, et d'une certaine manière, j'ai sur mon corps une sorte d'hommage aux cultures, aux sociétés traditionnelles et à tout ce qui est fantasmé également autour des valeurs portées par ces sociétés traditionnelles, qui seraient plus proches de la nature, qui auraient une sexualité plus heureuse, où les relations seraient plus faciles. Il y a tout un imaginaire, hein, parce que les sociétés traditionnelles ne sont pas forcément plus heureuses que les nôtres, mais il y a en tous les cas dans nos imaginaires occidentaux tout un imaginaire de l'aventure, de la spiritualité, qui est aussi très très présente chez les personnes qui sont tatouées ou qui sont piercées. Bon, on pourrait comme ça parler très longtemps du tatouage, du piercing. On y reviendra peut-être dans l'échange qu'on aura tout à l'heure, mais en même temps donc que
cet engouement pour le tatouage et le piercing s'est développé, ou les implants s'est développé dans nos sociétés. On a vu également apparaître, vers la fin des années 90, le début des années 2000, on a vu apparaître avec beaucoup plus d'inquiétude, de plus en plus de nos jeunes qui ont commencé à attaquer leur corps, à s'entailler, à le brûler, à l'excorier contre les murs, etc. Donc des adolescentes ou des adolescents qui se trouvaient extrêmement mal dans leur peau et qui attaquaient justement l'instance du contact, l'instance de la relation avec les autres, c'est-à-dire leur peau. Des jeunes donc qui se faisaient mal pour avoir moins mal dans leur vie. Alors je vais très vite pour vous donner les grands axes anthropologiques en quelque sorte, et puis après je donnerai quelques témoignages, et puis après je ferai rapidement l'analyse de ces témoignages, et puis j'espère qu'il nous restera une vingtaine de minutes, une demi-heure pour échanger ensemble. Alors d'abord, je voudrais dire que ces attaques au corps ne sont pas des automutilations comme on le dit très souvent. Une mutilation, c'est quand on attaque une fonction organique ou quand on mutile justement une partie de son corps. Donc une mutilation, c'est se couper l'oreille, se couper un doigt, se couper le sexe ou se couper le sein, etc. dans certaines formes de psychose. Là, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'attaquer son corps, donc plutôt de laisser au pire des cicatrices, hein, mais absolument pas de démolir son corps ou d'entamer des fonctions organiques. Donc parlons plutôt de scarification et n'employons jamais ce terme d'automutilation qui est un terme stigmatisant, qui est un terme psychiatrisant également, qui semble dire qu'on a affaire à des jeunes qui sont des cas pathologiques, alors que ce que je voudrais vous dire aussi, c'est combien ces adolescentes ou ces adolescents sont des adolescentes ou des adolescents bien ordinaires, mais qui sont extrêmement mal dans leur vie, extrêmement mal dans leur peau, au point justement d'attaquer leur corps. Donc ce ne sont pas des automutilations, ce ne sont absolument pas des pathologies non plus. Mais je pense que les conduites à risque ne sont jamais des pathologies, ce sont toujours des appels à l'aide, ce sont toujours des manières de traduire le mal de vivre, mais jamais des pathologies. Dans l'immense majorité des cas, les conduites à risque sont à un moment, une période dans la vie, et sans doute dans la salle, bon nombre d'entre vous ont connu des sales moments comme ça, mais en sont revenus. Mais par contre, les conduites à risque et les scarifications particulièrement sont une manière de tenir le coup. Ce sont des espèces de techniques de survie en quelque sorte qui permettent de ne pas mourir. Ce sont des tentatives de vivre plutôt que des tentatives de suicide, des tentatives de se reprendre en main, des moyens de se faire mal pour avoir moins mal, comme je disais tout à l'heure, une sorte d'homéopathie en quelque sorte, lutter contre la souffrance en se faisant mal, mais en devenant le maître d'œuvre du mal qu'on s'inflige. Alors, ce sont des comportements qui sont qui touchent davantage les filles que les garçons. Les scarifications sont plus féminines et les filles, en ce sens, d'ailleurs, se scarifient souvent toutes seules dans leur coin, en secret, même si certaines le font en relevant les manches de leur chemisier pour montrer combien elles souffrent. Dans ce cas-là, ce sont toujours des appels à l'aide. Hein. L'adolescente qui s'entaille et qui montre à tout le monde, elle est en train de montrer à tout le monde combien elle a mal et combien elle a besoin d'être reconnue, combien elle a besoin qu'on l'accompagne, qu'on la reconnaisse dans sa souffrance. Dans la majorité des cas, on a plutôt affaire à des adolescentes qui s'entaillent dans le plus grand des secrets et dont les parents eux-mêmes, les meilleurs amis, ignorent qu'ils s'entaillent. Par contre, les garçons le font, dans les enquêtes que j'ai menées, le font de façon plus démonstrative, un peu pour montrer finalement qu'ils sont virils encore. Ils ont tout échoué dans leur vie, ils ont plutôt une mauvaise réputation, mais finalement, en s'entaillant devant le regard de leur père, presque de PAIRS, la plupart du temps, ils font une sorte d'assaut de virilité pour montrer que même si eux leurs proches, leur père les considèrent comme complètement nuls, ils ne sont pas si nuls que ça. Un exemple, si vous voulez, un peu caricatural d'un jeune en Lorraine qui est en échec complet dans tous les domaines de sa vie, qui se fait moquer de lui par ses copains et qui tout d'un coup, ce jour-là, craque
et monte sur la table du café où ils se tiennent, déchire son t-shirt et puis casse un verre et puis se scarifie et dit à ses copains « je vous baisse tous, je suis plus fort que vous », etc. Bon, vous voyez, manière de dire à la fois combien il est complètement démuni, complètement paumé, et en même temps comment il recourt à des vieilles antiennes anthropologiques, c'est-à-dire moi je me fais quelque chose que vous n'êtes pas capable de vous faire, moi je me fais mal et je tiens la douleur, je peux me blesser, je vous regarde dans les yeux, vous voyez donc que je suis un homme, un vrai, alors que vous êtes incapable de le faire. Mais vous voyez en même temps que la démonstration est vraiment à double tranchant, si je puis dire. Il risque fort d'avoir une image de fou aux yeux de ses copains, d'être perçu comme un garçon incontrôlable, etc. On imagine évidemment à aucun moment une fille faire la même démonstration. Une fille qui est mal dans sa peau, elle va plutôt régler ses comptes toute seule, comme certains nombre d'adolescentes me l'ont dit, mais elle ne va pas, elle n'a rien à gagner, si je puis dire, à montrer aux autres combien elle se fait mal. Par contre, une adolescente peut jouer le chantage avec son petit copain. Si jamais tu t'en vas, regarde, je vais me faire mal. Bon, ça c'est, mais les garçons font parfois de même. D'ailleurs, beaucoup de prisonniers, entre parenthèses, c'est l'une des choses qui m'avait troublé et assez écœuré dans les enquêtes que j'ai pu mener, où des prisonniers, des détenus, par exemple, dont les épouses veulent absolument se séparer, ce sont des hommes donc, qui sont condamnés à de longues peines de prison, qui ont parfois cogné énormément leurs femmes, qui ont maltraité leurs enfants, etc. Et quand leurs femmes leur disent « je veux me séparer, on va divorcer, etc. », c'est là où ils commencent à se blesser, à se scarifier ou à avaler des trucs pour dire à leur femme si jamais tu veux te séparer, ben voilà, je vais me tuer. Et regarde, je suis capable d'aller au bout. C'est une manière de lier les mains, évidemment, d'emprisonner l'autre, de faire un chantage qui est, vous l'imaginez, absolument redoutable. Il n'y a pas d'issue d'une certaine manière parce qu'on se sent responsable pour l'autre, même si on ne sait pas si l'autre ira jusqu'au bout de son chantage. C'est une manière, évidemment, donc par exemple dans une relation qui s'achève, d'essayer de garder l'autre. Mais c'est pas sans doute pas la meilleure manière de faire. Donc il y a d'innombrables significations également dans ces actes de scarification, un cran d'arrêt à la souffrance. Alors je vous donne un exemple d'un jeune homme qui est... c'est un exemple que m'a rapporté un ami médecin. Donc dans sa salle de consultation, ce jour-là, cet homme voit arriver ce jeune adulte qui consulte pour une raison mineure, je sais pas, une grippe ou un truc comme ça. Le médecin lui dit écoutez, dévêtez-vous, je vais vous examiner. Et puis l'homme découvre finalement des balafres terribles sur sa poitrine. Le médecin est bouleversé, il lui dit mais qu'est-ce qui vous est arrivé? L'homme éclate en sanglots et dit je suis en conflit très vif avec ma femme depuis un moment. Ma femme fait des choses qui me font très très mal. J'ai beau lui dire, j'ai beau essayer de lui faire comprendre qu'elle me fait mal, elle ne veut absolument pas me comprendre. Mais là, nous mangions ensemble il y a 2-3 jours, et puis elle se moquait encore de moi quand je lui disais combien elle me faisait mal. Je n'ai pas pu supporter. J'ai pris le couteau qui était sur la table, j'ai déchiré mon maillot et je me suis scarifié. Et j'ai dit à ma femme, ce que je me fais, ce n'est rien par rapport à ce que toi, tu me fais. Ce que je me fais, ce n'est rien par rapport à ce que toi, tu me fais. D'une manière très raccourcie, vous avez toute la signification des attaques au corps dans la Genèse d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'attaque au corps est une manière de rompre une souffrance. C'est-à-dire quelque chose qui vous échappe complètement. On est complètement impuissant, on est en proie à une souffrance qui ravage complètement tout sur son passage. Il n'y a pas d'issue. La seule issue pour que ça sorte, c'est de se faire mal soi-même. De colmater en quelque sorte cette brèche de souffrance par l'attaque au corps. C'est pour ça que tout à l'heure je disais se faire mal, mais pour avoir moins mal. Se faire mal à son corps, mais pour avoir moins mal dans sa vie. Et pour pouvoir contrôler également. C'est-à-dire que dans l'attaque au corps, il y a un contrôle. Pour la première fois, le jeune reprend le contrôle de quelque chose qui s'impose avec une ultra-violence à son égard.
Et puis également, dans les scarifications, vous avez le rappel d'existence, cette espèce de court-circuit qui fait que l'adolescent, au moment où il s'entaille, se sent à nouveau vivant, à nouveau réel, se sent à nouveau elle-même ou lui-même. Cette manière de matérialiser la souffrance également dans le sang qui coule, cette manière de toucher sa souffrance qui est parfois beaucoup plus impalpable. Et puis aussi cette manière de se purifier en quelque sorte de tout le mauvais sang qui est en soi, se purifier de la souillure, de la pourriture qu'on a l'impression d'incarner. Et là, pour illustrer ce propos, je vais vous citer une adolescente qui a été incestuée, comme on dit parfois, qui a été donc victime d'un inceste. Alors, est-ce que je l'avais sous la main tout à l'heure. Alors, j'espère que je vais la retrouver, sinon je la connais presque par cœur. C'est dommage que je ne l'ai pas sous les yeux. Elle dit les scarifications pour nous, elle s'identifie aux autres filles qu'elle connaît et qui se scarifient. Elle dit bon, j'ai perdu la citation, c'est pas grave. Elle dit les scarifications, c'est une manière pour moi de gérer ma souffrance. Cette souffrance, ce n'est pas les autres qui nous font mal, comme dans le cas de l'inceste. Cette souffrance, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Et elle dit après, c'est un mal pour un bien. Tout à l'heure, je disais se faire mal pour avoir moins mal. Et puis donc après, en substance, elle dit que cette souffrance pourrait être dite avec des mots, mais que les mots ne suffisent pas pour élaguer le bouillonnement de souffrance qui est en elle. Il faut que ça passe, dit-elle, aussi par son corps. Et on comprend effectivement que l'inceste ou le viol, par exemple, il ne suffit pas de le dire. Ce serait naïf de penser que le dire, ça va exorciser la souffrance. Parce que d'abord, nous ne sommes pas uniquement dans la parole qu'on énonce, mais on est tout entier dans ça. Comme je disais tout à l'heure, la condition humaine est une condition corporelle. Et donc, lorsqu'on est dans une souffrance, ça passe peut-être par les mots, mais ça passe aussi par une mise en jeu souvent du corps. Et donc, ces adolescentes qui ont été victimes d'abus sexuels, de viols, d'inceste, finalement, elles sont dans une sorte de cérémonie intime de purification. Vous voyez comment on peut mettre une signification très inattendue sur leurs gestes. Elles font couler toute la souillure qu'elles éprouvent, toute la pourriture qu'elles éprouvent. Elles ont l'impression que désormais elles ne seront plus capables de vivre une sexualité heureuse, une sexualité tranquille. Et les scarifications sont un rite de purification, une manière de retrouver une innocence qui a été perdue. Et on comprend qu'effectivement elles tiennent le coup pendant quelques jours, des fois quelques semaines. Alors bien entendu, parfois ça recommence, mais au fil du temps, elles finissent par exorciser leur mal de vivre. Comme le dit Winnicott, le temps est le premier remède des souffrances adolescentes. Et au fil du temps, les rencontres, notamment les rencontres amoureuses, permettent aussi d'apprivoiser un corps qui a été perçu dans un premier temps comme un corps pourri, un corps de merde, etc. Mais le sang qui coule, qui est régulièrement expulsé hors de soi, donc est une manière d'essayer de retrouver de la pureté. Rappelez-vous d'ailleurs que la médecine faisait souvent des saignées au début du XXe siècle. La saignée était une sorte de remède universel. Là, on pourrait parler d'une sorte de saignée identitaire. On fait couler toute la mauvaise part de soi. On s'affranchit de tout ce qu'on ne veut pas reconnaître en soi, de tout ce qu'on ne veut plus reconnaître en soi, mais on essaie aussi de faire peau neuve, on essaie d'avoir un sang neuf en quelque sorte, on essaie de retrouver une identité qui ne soit plus souillée. Donc on comprend pourquoi les scarifications sont tellement présentes chez les filles ou les garçons qui ont été victimes d'abus sexuels. Il y a une très forte puissance anthropologique finalement dans leur acte. Et d'ailleurs, cette obsession de la pureté qu'on rencontre souvent dans l'anorexie aussi, mais parce que l'anorexie est souvent très proche de l'anorexie est parfois liée avec des abus sexuels, pas toujours, mais quand même
femmes de manière assez courante. L'anorexie est souvent donc liée aussi aux attaques au corps, d'ailleurs, mais il est très troublant de voir que dans les deux cas, on a affaire à des filles ou à des garçons qui rejettent leur corps de façon très forte. L'anorexique, elle finit par inventer un troisième corps, un corps qui n'est plus le corps d'une femme, qui n'est plus le corps d'un homme, qui est un corps neutre en quelque sorte, un corps indécidable, insaisissable, d'une extraordinaire maigreur, mais qui n'est plus le corps d'un être humain finalement. Elles ne veulent plus faire corps, elles ne veulent plus prendre chair dans leur existence parce qu'elles veulent occulter justement tout rapport au désir, tout rapport au regard des autres et particulièrement au regard des hommes. Les scarifications sont un peu dans la même logique, donc d'essayer d'éjecter un corps devenu méprisable, un corps pourri, souillé, etc. Mais en même temps, toutes ces attaques au corps sont une manière de se maintenir la tête hors de l'eau. Ce sont des formes des techniques de survie, des manières de continuer à vivre en dépit de tout, en dépit des circonstances, jusqu'au moment où ces adolescentes trouveront finalement un sens beaucoup plus heureux à leur vie. Un dernier mot pour dire également, pour énoncer une sorte d'anthropologique de ces comportements, une logique de la condition humaine, on peut dire qu'on est dans une logique de sacrifice dans les scarifications. Ce sont des adolescentes qui sacrifient une part d'elles-mêmes, mais pour pouvoir continuer à vivre. Elles payent le prix en quelque sorte. En se faisant mal comme ça, elles payent le prix pour poursuivre leur existence. Donc elles se font mal pour avoir moins mal, elles payent le prix d'une cicatrice, le prix de la douleur, le prix du sang qui coule, mais c'est pour pouvoir continuer à vivre. Et on fait le sacrifice d'une part de soi, mais pour sauver sa vie, c'est pour sauver le tout. Donc vous voyez qu'on est loin là d'être dans des comportements pathologiques, on est loin d'être dans des comportements de fous ou psychiatrisants. Au contraire, on est dans des comportements d'une extraordinaire finesse, même si tous les adolescents, je le sais bien, n'ont pas toujours une lucidité sur ce qu'ils font. Mais en tous les cas, ils trouvent un remède, ils trouvent une sorte de moyen, de technique de survie, oui, pour ne pas mourir. Peut-être je terminerai sur cette image d'une femme que j'ai interviewée qui a aujourd'hui une quarantaine d'années. Elle s'était scarifiée quand elle avait une vingtaine d'années. Elle était encore étudiante et elle me disait les scarifications, c'est le seul moyen que j'ai trouvé à l'époque pour ne pas vouloir mourir. C'est elle qui dit vouloir. En d'autres termes, elle dit, d'un côté de la balance, il y avait ma tentation du suicide, et de l'autre côté, il y avait ces scarifications régulières qui me permettaient de régler mes comptes, comme elle disait aussi, qui me permettaient de me reprendre, de remédier à la souffrance que j'éprouvais à cette époque-là. Et puis, pour poursuivre avec l'exemple de cette femme, au fil du temps, elle a rencontré les relations amoureuses qui lui ont redonné confiance en elle-même. Elle a fini ses études, elle a trouvé un boulot, etc. Et puis finalement, elle a réinvesti en quelque sorte son corps, elle a réinvesti son existence. Et à partir du moment où le corps devient pour soi-même l'objet d'un désir, l'objet d'un investissement, il devient beaucoup plus difficile de lui faire mal. En d'autres termes, on ne fait mal qu'à un corps qu'on considère comme nul, un corps qu'on a complètement désinvesti, un corps dans lequel on se sent prisonnier. Si je me sens prisonnier de mon corps, je peux effectivement prendre une lame de rasoir, je peux prendre un compas, je peux me griffer parce que je ne supporte pas ce corps qui m'emprisonne. En revanche, si je suis bien dans ma peau ou si je suis un garçon ou une fille qui s'entaillait régulièrement mais que maintenant je suis dans une relation amoureuse très forte avec quelqu'un dont je sens que je peux en tous les cas mener un bout de chemin avec, quand j'approcherai le compas ou la lame de rasoir de ma peau, je commencerai à me poser des questions. Est-ce que finalement mon corps, je l'aime, mon corps il est aimé par quelqu'un d'autre? Et donc à partir du moment où il y a cet investissement du corps par les autres, par le regard des autres et notamment par le désir des autres, l'adolescente ou l'adolescent réinvestit son corps comme étant un lieu digne de valeur et à ce moment-là il devient de plus en plus difficile de l'entailler. En d'autres termes, il y a toujours une sortie des conduites à risque, comme il y a toujours une sortie des scarifications. Ce ne sont absolument pas des conduites de destin en quelque sorte qu'on retrouverait 10 ans ou 20 ans après dans les enquêtes que j'ai menées.
Et ça fait longtemps que je travaille sur les conduites à risque. Ce sont des comportements qui durent quelques mois, au pire quelques années, mais qui toujours, dans l'immense, immense majorité des cas, trouvent une issue. Une issue relativement rapide. Bien sûr, il y a quelques cas de scarification qui durent. Vous vous rappelez sans doute du très beau film de Michael Haneke, La pianiste, et du très beau livre aussi de Elfriede Jelinek, la romancière autrichienne. Là, effectivement, on a affaire à une femme d'une quarantaine d'années qui s'entaille de manière très régulière. Mais il faut remonter dans son histoire de vie et comprendre que ses comportements sont extrêmement logiques, viennent de très loin, puisqu'elle s'était entaillée, elle avait déjà 13 ou 14 ans. Mais c'est aussi une jeune femme qui refuse sa féminité, qui refuse sa sexualité. Rappelez-vous du film, rappelez-vous de son extraordinaire rigidité. C'est une femme qui refuse sa féminité et qui reprend le contrôle finalement de sa féminité en faisant couler son sang, non plus le sang de la biologie, le sang des règles, mais le sang qu'elle décide elle-même de faire couler. Mais rappelez-vous comment elle est martiale, comment elle est rigide avec ses élèves, comment elle humilie en permanence ses élèves. Elle ne supporte pas que quelque chose dépasse quelque part. Elle veut tout contrôler, tout maîtriser. Mais évidemment, ce qu'elle ne maîtrise pas, c'est son corps, c'est la biologie de son corps et notamment ses règles. D'où, rappelez-vous, cette séquence extraordinaire qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, où on voit Elisabeth Huppert dans sa baignoire. Elle est tout à fait tranquille. Elle est en train de prendre son bain. Elle prend sa lame de rasoir et elle s'entaille au niveau de son sexe. On entend en voix off Annie Girardot qui lui dit Erika, viens-tu? Il est temps de manger. Et Erika répond tranquillement oui, maman, je viens. Et tranquillement, elle essuie le sang qui coule de sa blessure et elle s'apprête pour aller rejoindre. C'est en d'autres termes, on a affaire à une sorte de rituel intime, de rite qui est devenu une manière de vivre, une sorte de compromis avec l'existence qui permet à cette femme de continuer à vivre. Mais des cas comme ça sont quand même relativement rares. Mais je sais qu'ils existent, évidemment. Mais en revanche, quand il s'agit d'adolescents, d'adolescentes, ce sont des comportements qui durent très très peu de temps, donc il ne faut pas s'en inquiéter, mais en revanche, il faut prendre acte de cette immense souffrance qui est révélée par l'adolescente ou l'adolescent qui se fait mal comme ça. Il a énormément besoin d'amitié, il a besoin de soutien, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'adultes, en tous les cas, qui lui donnent envie de grandir et qui lui disent qu'il a une valeur très forte à nos yeux. Voilà. Je vous remercie de votre attention.